Bonjour et bienvenue dans cette 4e saison de Parlons épigénétique, le podcast scientifique bilingue présenté par le Consortium canadien de recherche en épigénétique, environnement et santé et animé par le comité étudiant. Cette saison se distingue des précédentes puisqu'il s'agit d'une édition spéciale consacrée aux scientifiques qui ont bâti leur carrière en dehors du milieu académique. À travers ces épisodes, nous explorons leur parcours professionnel, leurs recherches, leurs intérêts et bien plus encore. Bonjour Éléonore, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le podcast du CHRC. On est vraiment ravis aujourd'hui de pouvoir parler de ton parcours, de ton métier actuel et puis plus largement de ton regard sur la recherche en épigénétique. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, déjà merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Je suis Éléonore. Je travaille chez Illumina en tant que Technical Application Scientist depuis un peu moins de 2 ans. J'ai fini ma thèse il y a du coup un peu moins de 2 ans. Et puis voilà, je pense que ça résume bien la situation. Et donc pour te connaître un peu plus, on aimerait savoir ce qui t'a amené à faire de la science de manière générale, qu'est-ce qui t'a plu, quel est le parcours qui t'a amené à ça? J'ai toujours adoré l'SVT. Quand on était même au collège, au lycée, la biologie, c'était toujours quelque chose qui m'a un peu fascinée et je trouvais ça hyper intéressant en fait d'essayer de comprendre. Ça a un peu commencé, je pense, avec le corps humain, essayer de comprendre comment ça marche. Et puis après, plus en détail, l'ADN, tout ça, quand on a appris ça au collège, au lycée, je trouvais ça hyper intéressant. Du coup, à la fac de bio, parce que hyper intéressant de pas juste de comprendre comment est-ce que le corps humain marche, mais quelles sont les choses qui font que notre corps marche comme ça et quels sont vraiment les détails, surtout en biologie moléculaire. En licence, j'ai vraiment adoré la biologie moléculaire. Je me suis découvert une passion très poussée là-dessus pour toutes les techniques, pour séquencer l'ADN, comprendre vraiment comment est-ce que le génome marchait. Après, je suis partie en master un peu plus spécialisée en biologie moléculaire, en immunologie et en vaccinologie. Parce que je vous dis, j'adore la biologie moléculaire. À l'époque, j'étais un peu fan d'immunologie. J'en avais fait pas mal pendant ma licence. Donc, je me suis dit que c'était plutôt une bonne continuation. Puis, du coup, pendant mon master, j'ai découvert la parasitologie en lien avec la biologie moléculaire. J'ai fait plusieurs stages dans le domaine de la parasitologie et j'ai trouvé ça fascinant de voir comment est-ce que des si petits êtres organismes pouvaient avoir autant de complexité et notamment avec la résistance aux médicaments et ce genre de choses et du coup qui pouvaient être couplées avec la recherche en biologie moléculaire. Et du coup après j'ai fait une thèse sur le sujet. Je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Donc, une thèse en parasitologie et en biologie moléculaire où du coup j'ai développé des nouvelles techniques de diagnostic de biologie moléculaire pour étudier du coup les parasites chez les moutons. Voilà un peu mon parcours et ma relation avec la biologie. Que tu te rappelles d'un moment ou d'une rencontre qui t'a vraiment donné envie de pouvoir faire une thèse et puis de te spécialiser en génomique? Je pense pas qu'il y ait vraiment quelqu'un ou un moment qui m'a vraiment marqué où je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je pense que c'était plus en fait un peu une finalité quand j'ai commencé en licence de biologie. Je me suis toujours dit, en fait, si ça te plaît et si tu veux vraiment aller un peu au bout de l'idée et pouvoir en sortir le maximum, qu'au final, une thèse, c'était la suite logique des choses. C'est vrai qu'après, au fur et à mesure, c'est vrai que mon stage de 10 mois pendant mon master 2, la personne chez qui j'étais en stage était très intéressante et travaillait dans le domaine depuis, je sais pas, depuis plus de 40 ans. Donc en fait, elle était vraiment pleine de beaucoup de connaissances et puis de petites anecdotes hyper intéressantes avec chaque projet de recherche qu'il avait eu. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai envie de rester un petit peu dans ce domaine et de continuer à travailler avec des gens qui ont autant de connaissances et qui sont prêts à partager pendant un peu plus longtemps. Donc, du coup, la thèse.
Et justement, par rapport à ta thèse, est-ce qu'il y a peut-être des défis techniques ou scientifiques, des moments qui t'ont un peu challengé ou qui t'ont marqué pendant cette période? Oui, plusieurs. Mais je pense que celui qui me vient le plus en tête, c'est la première année de ma thèse. En fait, un des projets, je devais développer la DDPCR sur du coup, les échantillons de moutons qu'on pouvait récupérer au labo. C'est vrai que c'était une machine qui n'avait pas été utilisée dans mon labo depuis plusieurs années, donc personne ne savait s'en servir. Donc j'ai dû apprendre à m'en servir et ça n'a jamais marché. À ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi ça n'a pas marché. Et du coup, c'était assez challengeant parce que c'est vrai que le début d'une thèse, je pense que c'est assez commun de se dire qu'en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de faire et on se retrouve un peu démunis, un peu laissés à nous-mêmes à se dire OK, ça repose tout sur moi et on a un peu peur aussi de demander de l'aide parce qu'on veut pas que l'environnement dans lequel on est se dise que oulala, c'était pas du tout une bonne idée de prendre cette personne en thèse. Donc j'ai travaillé sur la problématique pendant bien 8 mois, sans aucun résultat. C'était moralement très compliqué. Puis au final, d'en parler et de se rendre compte que au final, il y avait d'autres avenues possibles pour le projet et que c'était pas quelque chose qui était une finalité et que si ça ne marchait pas, c'est pas grave, on allait faire autrement et on a fait autrement et ça, le projet a continué et a très bien marché. Donc un bon challenge pour commencer, mais au final, on s'en est sorti. Justement, tu as dû rencontrer plein de petits challenges, dont certains peut-être plus gros. Et est-ce que enfin, c'est quoi les connaissances, un peu les compétences que tu as eues de la recherche académique, ou du moins que ta thèse t'a appris, qui ensuite t'ont permis de t'orienter dans ton parcours professionnel et qui te sont utiles encore aujourd'hui? Je pense que le premier qui est le plus important, je pense que c'est d'avoir l'esprit critique et d'avoir la confiance en soi, de se dire que on peut partager son opinion et qu'il n'y a pas forcément qu'une seule opinion qui est la bonne et qu'il n'y a pas, c'est pas noir ou blanc, se dire bon cette personne a raison et moi j'ai tort. C'est vraiment de ne pas avoir peur de se lancer dans des débats scientifiques et sur des méthodes ou des techniques ou même sur les résultats en eux-mêmes parce que les résultats souvent c'est pas tout blanc ou tout noir. Donc ça, je pense que c'est la chose que la thèse m'a le plus appris et vraiment le côté académique parce que je pense que c'est quelque chose, si on n'a jamais vraiment travaillé dans la recherche ou dans l'académique, c'est un côté qui est assez difficile à développer et à comprendre vraiment comment amener ces discussions et comment écouter les autres et comment prendre la critique et aussi pouvoir partager son opinion. Ça, c'était, je pense, le plus important. Et puis, il y a aussi être très indépendant dans son travail. Ça vraiment, c'est très utile. Bon, après, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi apprendre dans d'autres domaines, mais la thèse, ça pousse à être indépendant et à savoir travailler les choses et pousser la question jusqu'au bout de son côté, jusqu'à ce qu'on se dise, OK, bon, ben là, je suis arrivée à un point où j'ai besoin d'aide et demander de l'aide. C'est un petit peu passe un petit peu dans une autre chose que la thèse apprend, c'est vraiment ne pas hésiter à demander la collaboration et à partager même son expérience ou les frustrations quand une expérience marche pas, de pas juste garder ça pour soi et de se dire ok, bon, c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait, ça n'a pas marché, c'est de ma faute. C'est de se dire, en fait, en parlant avec les personnes qui sont soit dans le même laboratoire ou dans des équipes différentes, ou même des gens qui font pas du tout la même chose que le sujet sur lequel on est en train de travailler. Parce qu'en fait, tout le monde a des petites expériences et souvent des conseils qui permettent d'avancer. Et ça, je trouve que, en tout cas, dans mon travail actuel, c'est quelque chose qui est hyper utile et je suis contente d'avoir pu développer et apprendre toutes ces. En fait, c'est que des skills de communication que je pense qu'on n'a pas le choix d'apprendre en thèse et qui sont pas forcément faciles à apprendre dès le début, mais une fois qu'on les a, en fait, ça sert dans tous les aspects de la vie. Donc ça, je pense que c'est le principal qu'on apprend dans la recherche et dans la thèse.
Et donc, comme on l'a mentionné, comme tu viens de le rappeler, tu es passé du côté académique à l'industrie. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais déjà dès la thèse ou c'est quelque chose qui t'est venu après? On voudrait savoir un peu comment t'es venu de passer de l'universitaire à l'industrie. En fait, j'ai commencé ma thèse en sachant que mon but, c'était pas de rester dans l'académique. Parce que déjà, au cours de mes différents stages, ce qui m'intéressait, c'était quand ça marchait pas, justement, d'essayer de comprendre pourquoi les choses ne marchaient pas et comment améliorer. Ou alors, c'était de développer des nouvelles techniques. Et c'est vrai que souvent, dans la recherche, les projets où on développe vraiment des nouvelles choses, c'est quand même assez rare. Et quand même, la recherche, c'est en grande partie appliquer des méthodologies déjà validées pour justement chercher des applications sur les gènes, sur ce genre de choses. Et moi, ça, c'est pas forcément quelque chose qui me passionnait. Donc, du coup, je suis allée dans ma thèse en sachant que c'était un peu ma dernière expérience de recherche. Alors après, je ne dis pas que j'y retournerai jamais, mais pour le moment, c'était l'idée. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un sujet de thèse qui, justement, n'était pas appliquer des méthodes déjà validées, était de valider des nouvelles méthodes. Et donc, du coup, comme c'était beaucoup de biologie moléculaire et de séquençage, mais en fait, ça a développé vraiment ma passion pour tout ce qui est séquençage. Donc, du coup, c'était vraiment le but après ma thèse. Ça s'est vite dessiné et surtout la dernière année, j'ai vraiment fait un point un petit peu sur ce qui me plairait et comment je pourrais continuer après la thèse. Et du coup, l'industrie, c'était logique et je me suis pas posé la question de me dire est-ce que je vais rester. C'était logique pour moi d'aller directement dans l'industrie. Oui, ça s'est un peu imposé comme une évidence à faire Ouais. le bilan à la fin de la thèse que tu allais faire ça. Que tu peux nous expliquer un peu plus en détail aujourd'hui, c'est quoi ton poste et puis c'est quoi tes missions un peu au quotidien, en quoi ça consiste? Oui. Du coup, mon poste, c'est vrai que c'est un poste que je ne savais pas, qui existait pendant ma thèse. Donc, ça s'appelle donc Technical Application Scientist. Je suis pas sûre qu'il y ait un équivalent en français. Après, il y a la traduction littéraire, mais en gros, mon travail, ça consiste en fait, on a donc des clients de tout horizon. Ça peut être de recherche, des hôpitaux, des gens qui font du diagnostic. Donc, on a vraiment un portfolio de personnes qui peuvent nous contacter très important. Et donc, les gens nous contactent quand ils utilisent nos techniques et que toi, ça ne marche pas, ou alors quand ils veulent développer des nouvelles techniques avec nous et peut-être développer des nouveaux protocoles. Et donc, mon but premier, c'est d'essayer de comprendre pourquoi leur séquençage n'a pas marché, pourquoi leur génotypage n'a pas donné les résultats attendus, et vraiment de faire un troubleshooting pour pouvoir leur donner des conseils et leur apporter des réponses pour que la prochaine fois qu'ils refassent leurs analyses ou leur expérience, ça marche et qu'il n'y ait pas de problème. Après, ça c'est le job un peu au global. Après, il y a des missions aussi en interne de faire partie du développement quand il y a des nouveaux projets qui sortent, quand on a des nouveaux produits, aussi de faire partie des groupes qui vont peut-être les tester, qui vont aussi les développer et essayer d'apporter peut-être, si nous on les teste, de dire ah ben ça, peut-être qu'il faudrait le modifier pour que ça soit comme ça, pour apporter à l'équipe de recherche et développement un peu plus d'aide à ce niveau-là. Et après, c'est beaucoup, beaucoup de relations clients. Donc, c'est pas toujours facile parce que c'est vrai que souvent, les gens qui nous contactent, c'est que dans leur jour de travail, les choses ne vont pas bien. Donc, le contact n'est pas forcément toujours le meilleur. Donc, c'est un aspect qui est très différent de la thèse où on est un peu tout seul et on ne parle pas beaucoup aux gens. Là, vraiment, c'est vraiment un métier de collaboration avec les différents clients. Donc, c'est très enrichissant comme travail. Et justement, si on va un peu plus dans le détail, entre la part relationnelle et technique, chacune occupe quelle place, par exemple, dans une journée ou une semaine type? Et puis, de manière un peu technique, est-ce que tu es en paillasse pour tester des choses ou derrière l'ordinateur? Est-ce que tu as un peu plus de détails à nous donner? Je dirais que
Ça dépend des jours. En fait, j'ai jamais 2 journées qui se ressemblent. Et c'est aussi ça que j'aime dans ce travail, c'est que c'est pas monotone. Et quand j'arrive le matin, je sais pas toujours comment va se passer la journée et ce qui va m'arriver pendant la journée. Puis il y a des jours où le relationnel, ça représente, je sais pas, 80% de mon travail parce que on n'a pas forcément de solution, ou on est en travail de collaboration avec les personnes. Donc, il faut aussi rassurer les différents clients. Quand nous, on a des choses en interne aussi qu'on ne peut pas communiquer, essayer de trouver les bonnes façons pour parler aux clients sans révéler des informations qui ne sont pas publiques. Et c'est beaucoup aussi de relationnel. Quand une fois que les analyses sont terminées, faire la présentation de toutes les analyses qu'on a fait aux gens, expliquer quoi faire, comment développer les nouvelles méthodes. On a aussi beaucoup de clients qui nous appellent parce que ils sont pas forcément très à l'aise avec les différents protocoles. Donc, c'est aussi leur expliquer, passer étape par étape, comment faire les différentes choses. Donc, il y a certains jours, c'est beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de réunions avec les clients. Et il y a des jours où on va se focaliser un peu plus sur tout ce qui est l'analyse. Donc, il y a des jours, c'est uniquement de l'analyse de données et de l'écriture de mails. Je dirais que si on prend un petit peu une semaine type, je pense que c'est à peu près 50-50 de vraiment analyse de données et 50% de relations clients. Après, c'est très rarement à la paillasse. C'est beaucoup de journées assises derrière un ordinateur. Donc, c'est aussi très différent de la thèse. Je sais que moi, c'est quelque chose que être à la paillasse qui, à la fin de ma thèse, m'enchantait plus trop. J'ai un peu une saturation de la paillasse. Donc là, ne plus y être du tout, ça me dérange pas. C'est vrai que c'est un job très sédentaire derrière un ordinateur à analyser des données ou être au téléphone. Donc c'est un pli à prendre. Au début, c'est bizarre, mais après, on s'y fait. Et c'est vrai que maintenant, me dire que je pourrais passer une journée dans un labo, ça me paraîtrait un peu bizarre. Oui, c'est un peu une évolution dans la suite de ta thèse au final où t'allies vraiment les deux pendant la thèse, alors que là, tu t'es passé vraiment à quelque chose de plus spécifique. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi ça ressemble les collaborations entre ton entreprise, donc Illumina, et la communauté scientifique? Donc, est-ce que vous avez des échanges directement entre clients, mais est-ce que plus largement vous participez à d'autres choses? Alors ça, c'est pas trop un aspect de mon travail sur lequel je participe, mais je sais qu'on a des partenariats pour certains nouveaux protocoles ou certains, pas forcément nouvel instruments, mais nouvelles façons d'utiliser les instruments avec des nouveaux protocoles. On peut avoir des collaborations avec les différents utilisateurs qui sont plus ou moins poussés. On peut avoir des collaborations où là, on va développer quelque chose avec le client pour ses besoins spécifiques et après, ce qu'on va développer, ça va être mis public et ça va devenir le nouveau produit commercialisé. Mais il y a aussi des développements un peu moins importants où le client a des besoins très spécifiques. Ça peut être des besoins bioinformatiques, ça peut être des besoins plus à la paillasse. Et là, on va avoir certaines équipes qui vont être amenées à pouvoir développer une solution spécifique pour ce client qui ne sera pas forcément après commercialisée ou qui ne sera pas déployée chez d'autres personnes qui sont vraiment spécifiques à ce client. C'est vrai que moi, ce n'est pas forcément un aspect de mon travail. On a des équipes spécialisées là-dessus, mais ça arrive qu'on a des développements avec différents clients, mais généralement, c'est plus des clients privés avec des entreprises qui travaillent vraiment, c'est pas de la recherche, c'est pas du diagnostic, c'est plus pour des besoins spécifiques, par exemple dans l'agriculture ou ce genre de choses où il y a moins de restrictions, que ça soit au niveau politique ou financier, c'est vraiment indépendant, donc c'est un petit peu plus facile de développer des choses avec ces clients-là plutôt qu'avec des clients, par exemple, du service public. Et est-ce qu'il y a un projet ou une application qui t'aurait marqué ou t'aurais été peut-être fière de ce que vous avez réussi à accomplir avec le partenaire ou le client, par exemple? Alors, sans pouvoir trop donner de détails, parce que c'est pas encore trop finalisé, mais c'est vrai qu'on a eu, on est en train de faire un partenariat avec un client où au début, en fait, ce client a rencontré énormément de problèmes avec l'utilisation classique de nos produits. Et donc, en fait, ça a été presque 8 à 9 mois de vraiment d'échanges avec ses clients, de
de troubleshooting, d'analyse de données pour comprendre pourquoi en fait leurs résultats n'étaient pas bons et qu'il y avait eu une chute dans la qualité de leur technique. Et en fait, grâce à ça, on a vraiment réussi à créer et à construire une relation avec ce client. Et on leur a montré qu'on était là pour les accompagner et que quand ils rencontraient des problèmes, bah, on mettait tout en œuvre pour les accompagner. Et en fait, ça a beaucoup reposé sur moi, tout ce travail de troubleshooting. Et en fait, ça s'est très bien terminé. On a réussi à trouver pourquoi le client avait ces problèmes. Et en fait, ils ont été tellement contents de notre travail que maintenant, on est en train de développer justement un protocole complètement entier avec ce nouveau client qui, en fait, une fois qu'il sera fini, va devenir un produit qu'on va commercialiser pour le monde entier. Donc en fait, ça c'est un projet donc sur le développement de la nouvelle technique où j'ai été un petit peu moins impliquée, mais je suis très fière de me dire que en fait tout le travail qu'on a mis en amont pour retrouver une confiance avec ce client et leur prouver que chez Illumina, quand il y a un problème, on est là pour les aider. C'est un petit côté fier de me dire que on va avoir un nouveau projet qui va sortir et que j'ai participé petite échelle au développement de ce nouveau projet et on espère à sa réussite. Donc c'est très valorisant aussi de se dire qu'on fait pas tout ça pour rien et que ça paye à la fin de passer beaucoup d'heures à travailler sur les différents problèmes. Justement, tu parlais donc de projets, là, c'était plutôt 8-9 mois où ça a été un peu difficile, puis progressivement, ça s'est débloqué. Quoi ça ressemble à un projet? Parce qu'en sciences, de manière classique, académique, on sait que les projets, c'est quand tu veux commencer ton labo, c'est peut-être 10 ans ou pour avoir des résultats et commencer à t'implanter. Toi, c'est quoi un peu la temporalité de ton travail? Alors nous, on travaille, la plupart de nos clients, c'est des clients qui sont déjà implantés depuis des années et qui utilisent nos technologies depuis déjà 5, 10, 15, 20 ans. On a rarement des nouveaux clients, parce qu'on a des équipes spécialisées quand on a un nouveau client qui vont un petit peu plus les prendre en charge pour les accompagner un petit peu plus au quotidien quand ils veulent développer leur labo. Mais c'est très intéressant même si la plupart de nos clients sont des gens qui utilisent nos technologies depuis très longtemps, de temps en temps, ils veulent séquencer des nouvelles lignées ou un nouveau projet qui va être complètement différent de ce qu'ils faisaient avant. Donc, c'est aussi intéressant d'échanger avec eux quand ils veulent développer une nouvelle sous-partie de leur projet. C'est aussi hyper enrichissant parce que comme c'est des gens qui travaillent sur la même chose depuis des années, en fait, souvent, ce sont des experts dans leur domaine et nous, on peut pas être expert dans tous les domaines, que ça soit en agriculture, au niveau humain, on n'a pas les connaissances forcément dans tous les domaines. Donc, en fait, on en apprend tous les jours. En fait, nous, on leur apporte une expertise vraiment technique. Eux, après, derrière, ils nous apportent beaucoup de choses aussi au niveau recherche de différents domaines où on en apprend tous les jours. Moi, je travaille pour la France, donc pour la France entière. Donc, on voit vraiment tout ce qui se fait en France au niveau recherche, au niveau diagnostic, même au niveau des hôpitaux, tout ça. Donc, c'est hyper intéressant. Vraiment, c'est un travail où c'est pas monotone, on en apprend tous les jours, on s'ennuie pas, on n'arrive jamais en fait au bout de se dire c'est bon là, ça fait 2 ans que je travaille, j'ai plus rien à apprendre. Non, non, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et là-dessus, l'échange avec le client est très intéressant parce que c'est vraiment un dialogue où 50-50, on apprend chacun les uns des autres. Donc c'est hyper intéressant. Et est-ce que les différents projets que tu traites sont un peu, on va dire, compartimentés ou est-ce que tu vas traiter un peu tous les projets en parallèle, peut-être des domaines différents, des clients différents, ou est-ce que c'est un petit peu plus les uns à la suite des autres? Alors, c'est une des particularités de ce job. Il faut savoir faire vraiment du multitasking parce que sinon, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que moi, je fais plus spécialisée. Donc, je fais un tout petit peu moins de séquençage. Mon rôle principal, c'est vraiment de m'occuper de toutes les techniques de génotypage qu'on appelle du micro-arrêt. Mais je fais aussi un petit peu de séquençage quand il y a besoin. Toujours au minimum 10-11 projets en même temps. Vraiment, je gère tout à la fois et on passe d'une analyse à l'autre. En 1 heure, on peut faire les 10 clients parce que soit ils nous ont appelés, donc le client qui appelle forcément devient prioritaire parce qu'on l'a au téléphone, donc il devient prioritaire sur les analyses qu'on était en train de faire. Donc, il faut vraiment être très organisé parce que comme on fait beaucoup de choses en même temps, faut pas se perdre dans les différents projets, différentes manips que les différents clients peuvent faire.
Et puis, faut être capable de se dire, bon, là, je suis en train de travailler sur un projet génotypage, je sais pas moi, sur les bovins. Et puis, dans la minute qui suit, j'ai un appel d'un client qui fait du séquençage sur des échantillons de sang humain parce que c'est un don du sang et ils veulent faire des analyses. Et en fait, il faut être capable de tout de suite passer à ça et d'avoir le cerveau qui se recalibre là-dessus pour pouvoir poser les bonnes questions et essayer de résoudre au plus vite le problème du client et de comprendre en fait aussi ce qu'il est en train de faire et ce qui a été fait qui aurait pu amener au problème. Donc, à la fin de la journée, le cerveau est fatigué. Mais du coup, on voit pas la journée passer. Et pour justement gérer un peu tout ça en parallèle, est-ce que globalement tu travailles toute seule ou est-ce que tu peux compter sur d'autres personnes? Est-ce que vous vous aidez à plusieurs ou c'est plutôt solitaire? C'est un peu bizarre parce que donc les clients qu'on traite et les différents cas qu'on traite, c'est notre responsabilité, donc c'est souvent un peu solitaire. Mais en fait, c'est un travail où on est tout le temps en communication avec nos collègues, donc que ce soit mes autres collègues qui font le même métier que moi, ou alors on a des collègues, donc c'est un autre métier de l'équipe qui s'appelle du coup des Field Application Scientists. Donc en fait, on a un peu le même métier, si ce n'est qu'en plus, ils font des formations pour les clients. En fait, ces gens-là, ils sont répartis en différentes régions. La France est divisée en différentes régions. Donc, en fait, eux, ils ont, de tous les clients qu'on a, eux, ils en ont certains où ils sont référents. Et donc, en fait, c'est aussi une super collaboration quand on a un problème ou on a un cas avec un de ses clients et que c'est quelque chose qui est un peu plus lourd, où on a besoin de plus d'informations, c'est aussi hyper intéressant de pouvoir discuter du coup avec nos collègues parce qu'ils connaissent un petit peu mieux les clients vu qu'ils en ont moins. Et donc en fait, on fait souvent le troubleshooting en collaboration avec eux. Ils nous demandent des conseils, on leur demande des conseils. On a tous des expertises différentes parce qu'on vient tous aussi de backgrounds différents. Donc on a tous, il y en a qui sont un peu plus spécialisés en biologie cellulaire, il y en a qui sont un peu plus ingénierie. Donc, en fait, on a tous un background qui nous apporte des petites infos. Donc, même si c'est assez solitaire dans la gestion du problème, c'est en fait toujours une collaboration. Il n'y a pas une journée où je parle pas à un de mes collègues pour discuter d'un problème ou d'avoir un avis, de dire, ah bah tiens, je pense que c'est peut-être ça le problème que ce client rencontre. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est ça? Et donc, non, là-dessus, c'est vraiment En fait, je pense que ouais, vraiment le mot d'ordre de ce job, que ça soit avec le client ou avec en interne, c'est vraiment un job de collaboration et vraiment de communication. Donc c'est très intéressant. On en apprend tout le temps. Justement, tu soulignais le fait que tu interagissais avec des gens qui étaient de background vraiment très différents. Est-ce que, à la suite de ta thèse, l'entreprise qui t'a embauchée, elle t'a dit, ah bah moi je vais te former pour que tu sois experte de cette technique-là. Comment toi, après, t'es devenue vraiment plus experte de ce que tu fais aujourd'hui? En fait, chez Illumina, on est tout le temps en formation continue. Et donc, en fait, moi, quand je vais commencer, donc comme j'avais déjà ce background en séquençage, on m'a dit, bon, au début, tu vas gérer un peu plus le séquençage, mais on a besoin d'avoir quelqu'un sur le territoire français qui va être expert en génotypage. Est-ce que ça t'intéresserait de faire ça? C'est vrai que j'avais pas trop la notion de qu'était vraiment le génotypage et le micro-arrêt. Mais je me suis dit, c'est l'occasion d'apprendre et d'avoir ça en plus un peu dans le portfolio des choses que je sais faire. Et donc, en fait, là-dessus, on m'a formée. Donc, on a une formation officielle par Illumina. Et puis après, ça a été beaucoup d'accompagnement avec des collègues qui étaient là plus anciens, qui ont vraiment cette expertise. Et c'est vrai qu'au début, quand les premiers clients que je gérais, j'avais quelqu'un qui m'aidait et pouvait me conseiller. Et puis, au fur et à mesure, on est de plus en plus indépendant et c'est très rewarding. C'est vrai que j'ai commencé ce job en ne connaissant presque rien au génotypage et au micro-array. Et c'est vrai que maintenant, au bout de presque 2 ans, souvent, maintenant que je sens qu'on commence à venir me voir et me demander pour avoir mon expertise sur ce sujet-là. Donc, c'est très intéressant. Et après, au niveau du séquençage,
c'est pareil, on a des formations, que comme on a plusieurs séquenceurs, on a plusieurs instruments, donc on a des formations spécifiques pour chaque instrument. Et après, on a aussi des formations spécifiques pour des applications qui sont un peu plus poussées. Donc en fait, on en apprend toujours et c'est pas un job où faut avoir toutes les connaissances avant de commencer. Faut juste avoir la notion quand même de ce qu'est le séquençage et un petit peu ce que fait Illumina, mais il y a une très grande marge de manœuvre où on nous laisse apprendre beaucoup de choses et on nous forme. Et si on demande des formations ou que de suivre un collègue sur des choses un peu plus spécifiques, en tout cas dans mon équipe, on m'a toujours laissé faire et c'est même encouragé. Donc c'est bien aussi parce que nous force à nous dire, pas nous reposer sur nos lauriers, se dire qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à aller chercher, à aller apprendre et on ne sera jamais expert à 100% sur quoi que ce soit. Donc puis comme on a toujours des nouveaux projets, des produits qui sortent, des nouvelles applications, donc on s'ennuie pas. Et par rapport à ta vision de ton métier, ton avenir dans ce métier, là, ça fait 2 ans, donc c'est pas si long. Et puis quand on t'écoute, tu as l'air d'être encore motivé et animé par ce que tu fais. Donc je pense que c'est peut-être pas quelque chose que tu envisages pour l'instant. Mais comment tu vois ton avenir, que ce soit dans l'industrie ou même ton parcours professionnel en général? Comment tu vois tout ça? C'est vrai qu'au bout de 2 ans, c'est un peu court, mais après, j'ai l'avantage vraiment de travailler avec une équipe qui est vraiment au top. Donc en fait, déjà rien que ça, au niveau humain, c'est vrai que ça donne envie de rester dans cette équipe et de continuer parce que bah on s'y sent bien, il y a une bonne ambiance, on s'entraide tous ensemble, donc c'est agréable le matin de se dire qu'on va aller travailler, qu'on va voir ses collègues, c'est toujours un bonus. Après, côté un peu plus progression professionnelle, c'est le job de Technical Application Scientist, il y a plusieurs niveaux, donc il y a possibilité d'avancer. Et en fait, à chaque échelon, entre guillemets, du job, il y a de plus en plus de responsabilités. On peut devenir du coup, la personne référente de notre expertise pour le pays ou la région. Et donc, du coup, plus on devient expert et plus on accumule de connaissances, en fait, plus on commence à être intégré dans différents groupes et différents projets en interne pour développer des nouveaux produits, pour tester. Donc en fait, il y a quand même une marge de progression et une possibilité d'évolution. Et donc je pense que en tout cas, au jour d'aujourd'hui, moi je me vois continuer dans l'industrie et en espérant chez Illumina, parce que pour le moment ça se passe bien. Mais c'est vrai que je me vois vraiment rester là-dedans et je me vois pas retourner dans l'académique ou dans la recherche. Je pense que la seule façon dans laquelle peut-être un jour je retournerai un peu plus à la recherche, ça serait vraiment au sein de l'industrie, dans plus des équipes de recherche et développement, pas dans la recherche classique plus académique. Justement, est-ce que ça, c'est une possibilité que ton entreprise, elle peut t'apporter? Est-ce que tu as moyen d'évoluer directement chez Illumina ou tu penses plutôt à d'autres entreprises qui existent? Alors après, au sein d'Illumina, on peut, alors il y a des postes qui s'ouvrent, hein, bien sûr, c'est toujours la même chose, mais il y a toujours les possibilités de postuler en interne. Bah, si par exemple justement on est dans une équipe de recherche et développement, il y a un poste, je sais que c'est quelque chose qui est possible de postuler et de changer en fait de branche au sein de la même entreprise, de pouvoir bouger, de passer d'une équipe à l'autre, c'est toujours quelque chose qui est possible. Après, ça se fait pas forcément, mais en tout cas, la possibilité de pouvoir se faire est là. Après, au fur et à mesure des années, c'est une possibilité aussi de se dire que ben peut-être qu'à un moment donné, j'aurais fait le tour chez Illumina et que je pourrais peut-être me poser la question de travailler pour quelqu'un d'autre ou de changer un peu de branche et de faire un job un peu différent. Ça, je suis pas fermée à ça. Mais c'est vrai qu'après, dans le domaine, il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent là-dessus, mais pour le moment, Illumina reste quand même un des experts dans le domaine, donc c'est aussi hyper intéressant et valorisant de pouvoir travailler avec dans une entreprise où on a été un petit peu au début les premiers à faire ce qu'on fait. Donc c'est des accumulations d'expériences et de connaissances qui
sont là depuis longtemps. Donc, pour le moment, c'est hyper intéressant. Donc, mais je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Donc, on verra. Mais pour le moment, je suis bien où je suis. Et est-ce que c'est un métier dont tu avais connaissance pendant la thèse? Est-ce que pendant justement ta thèse, tu as essayé de trouver un métier que tu voudrais faire après? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert un peu au fur et à mesure une fois que ta thèse était terminée? Comment t'en es arrivé là au final? C'est vrai que pendant ma thèse, du coup, j'ai fait presque 5 ans de thèse. Je pense que les 4 premières années, je me suis pas trop posé la question de savoir ce que je voulais faire après. Je savais que je voulais pas rester dans la recherche, mais c'était pas forcément dans la fac dans laquelle j'étais. Donc, j'étais à l'université de Calgary au Canada. C'était pas On n'en discutait pas beaucoup, il n'y avait pas forcément beaucoup d'opportunités de discuter avec des personnes qui étaient dans l'industrie, surtout qu'il y a une grande partie de ma thèse qui s'est passée pendant le Covid, donc c'était d'autant plus compliqué, il n'y avait pas beaucoup de communication avec personne. Et c'est vrai que les 6 derniers mois de ma thèse, je me suis plus penchée sur la question. C'est vrai que c'était pas du tout un métier dont j'étais au courant. Ce qui est assez comique parce que j'ai communiqué avec des gens qui font mon métier pendant ma thèse parce que j'avais besoin d'eux, mais je me suis jamais dit que c'était pas très concret de me dire que c'était quelque chose que je voulais faire et quelque chose qui était entre guillemets un vrai métier parce qu'en fait on pense pas à ça quand c'est nous qui avons le problème. On demande de l'aide et on réfléchit pas forcément à ce que fait la personne qui est derrière, soit au téléphone ou derrière le mail. Et donc, les 6 derniers mois de ma thèse, j'ai un peu regardé sur les différents sites de recherche d'emploi, donc LinkedIn, Indeed, toutes les classiques. Et chercher un petit peu, en fait, en mettant des mots-clés, biologie moléculaire, séquençage, tout ça, qu'est-ce qui ressortait un petit peu comme job. Et c'est vrai que du coup, cette annonce pour travailler chez Lumina est sortie, donc la description était hyper intéressante. C'est vrai que je suis allée un petit peu à l'entretien d'embauche en ne savant pas vraiment ce qu'était ce job et je l'ai découvert au fur et à mesure les premiers mois de ce que je faisais. Mais je pense que ça, c'est un point en recherche académique où il n'y a pas assez d'importance sur quelles sont les possibilités de carrière derrière si on ne veut pas forcément rester en recherche, parce que déjà, tout le monde ne peut pas rester en recherche, il n'y a pas forcément les postes, et puis tout le monde ne veut pas faire ça. Et je pense que ça serait hyper intéressant et très valorisant pour beaucoup de gens de pouvoir être un peu plus au courant des différents postes en fait qui sont possibles, parce qu'on n'en parle pas et je pense que ça serait quand même très, très utile d'avoir ce côté-là un peu plus développé. Et justement, c'est pour ça que ton témoignage, pour nous, il est super intéressant parce que ça permet de mettre en lumière un métier qui fait suite, par exemple, à une thèse, qui est toujours dans la science, mais qui permet de voir autre chose qui est moins classique ou académique, disons. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous transmettre, quelque chose que tu aurais appris au fil de ton parcours, qui t'a un peu suivi pendant tout le temps et que tu voudrais nous raconter ou transmettre? Je pense qu'il faut garder en tête qu'il ne faut pas forcément se limiter à l'expertise qu'on peut avoir à un certain moment. Je pense que c'est quelque chose où on se limite souvent à se dire je ne vais pas postuler à ce master ou à cette thèse ou à ce job parce que j'ai jamais fait ça ou j'ai pas d'expérience là-dessus ou je suis pas expert. Et c'est vrai que j'ai essayé de jamais trop me limiter là-dessus, que ce soit dans les différents stages où j'ai postulé ou même ma thèse, de se dire de toute façon c'est cliché, hein, mais qui ne tente rien n'a rien. Il y a très peu de jobs ou d'expériences en fait qu'on ne peut pas apprendre. Tout s'apprend. En fait, tant qu'on est motivé et qu'on n'a pas peur de se dire que oui, il va peut-être falloir passer beaucoup de temps et les premiers mois, les premiers moments vont pas forcément être très agréables et on va se sentir probablement mal à l'aise parce qu'on se dit qu'en fait on connaît rien et on n'a pas notre place. Je pense qu'en fait faut pas avoir peur. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tout s'apprend. Et il faut pas avoir peur de poser des questions. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas que on n'a pas la capacité d'apprendre et de se dire qu'un jour, en fait, ce qui nous paraissait insurmontable et un sujet qui était vraiment extérieur ne veut pas devenir quelque chose sur lequel en fait on a une expertise en peu de temps
Et je pense que tant qu'on fait des efforts et qu'on est prêt à des positions inconfortables et de poser des questions, je pense que on peut tout faire. Donc c'est vraiment ne pas se décourager et ne pas se fermer soi-même des portes parce qu'on a un peu peur ou on se dit je sais pas trop donc je vais pas y aller. Je pense que ça serait un conseil que j'aurais bien aimé avoir un peu plus tôt. Donc j'espère que si ça peut aider quelqu'un à se dire que sont capables et que faut pas hésiter à oser, ça serait je pense mon conseil. Merci beaucoup, Éléonore, déjà pour l'échange passionnant. On retient que ton parcours, c'est un bel exemple d'une passerelle entre l'académique, le fondamental, pour quelque chose d'application un peu plus technologique. Et puis, merci beaucoup pour ton temps et tes réponses. Merci de m'avoir invitée, c'était très intéressant. Et puis j'espère que ça va encourager les gens à se dire que de passer de l'académie à l'industrie, il n'y a pas forcément qu'une voie et en fait il y a plein de métiers passionnants à découvrir et il faut pas hésiter à chercher même à demander à ces personnes-là qui sont déjà en poste d'échanger avec eux. Généralement, on est toujours très content de parler. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons épigénétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à le partager. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de visiter notre site web thisisepigenetics.ca.